Débat très animé à l'Assemblée nationale autour du projet Savary. Jacques Chirac a déposé une motion de censure. Le vote interviendra dans la soirée ou dans la nuit. François Mitterrand devant le Parlement européen de Strasbourg. Le chef de l'État propose la négociation d'un nouveau traité pour l'Europe. La grève très largement suivie à la SNCF, un train sur 4 seulement au départ des grandes lignes. Rebondissement dans l'affaire qui avait abouti au suicide de René Lucet en 1982, 14 personnes inculpées de faux à Marseille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Débat extrêmement vif à l'Assemblée nationale. C'est toujours le projet de loi sur l'enseignement privé qui est à l'origine des incidents. C'était aujourd'hui au tour de Jacques Chirac d'intervenir pour défendre la motion de censure déposée au nom de l'opposition. Le vote devrait intervenir dans la soirée ou dans la nuit. Mais il ne s'agit que d'un baroud d'honneur puisque le rapport de force est tel au Palais Bourbon qu'elle n'a aucune chance d'être votée. Le compte-rendu de cette journée avec Daniel Brem et Jean-Louis Le Sel. Depuis 2 jours, on pouvait avoir l'impression que le débat sur l'enseignement lassait même les députés. Chaque camp, en plus de 6 mois, ayant eu le temps de ressasser ses arguments. Il aura fallu attendre aujourd'hui pour redonner du tonus, voire du punch aux uns et aux autres. Et il est vrai que les orateurs n'y sont pas allés par 4 chemins. Jacques Chirac, qui défendait la motion de censure pour toute l'opposition, a retrouvé un ton ferme et polémique qu'il avait tendance à abandonner depuis quelque temps. Présidentiabilité oblige. Vous avez déjà supprimé la liberté du crédit, porté atteinte à la liberté d'entreprendre par des nationalisations et une politique économique néfaste. Vous vous êtes récemment donné les moyens d'encadrer la liberté de la presse par une loi. Par une loi. Par une loi qui liquide des conquêtes républicaines obtenues de haute lutte par notre peuple depuis plus d'1 siècle. Vous allez maintenant tordre le cou à la liberté des familles de choisir l'école de leurs enfants. La vérité, c'est que l'échec vous crispe dans l'intolérance. D'entrée de jeu, Pierre Mauroy a présenté son texte comme un projet de conciliation, mais pour les banderilles, il n'a pas été en reste. Monsieur Chirac dirige le parti bonapartiste. Il est le porte-parole d'un courant d'idées qui, depuis plus d'1 siècle, est synonyme d'autoritarisme. D'autoritarisme, oui. Ce débat le prouve encore. Monsieur Chirac ne cesse de rêver à Brumaire, et quant à sa pédagogie, elle est vraiment sommaire. On me dit que par ces amendements, le gouvernement aurait déséquilibré le texte de loi. Allons donc. Mais ce qui m'a poussé à éviter tout engagement financier sans limite de temps de l'État, c'est aussi la décision prise avant même l'ouverture de notre débat d'organiser une grande manifestation en faveur de l'enseignement privé. Pour le Premier ministre, tout est la faute de la droite et de son intolérance. Même sentiment chez les communistes qui ont réservé leurs plus vives attaques contre l'opposition, même s'ils se demandent toujours si le texte du gouvernement va ou non dans le bon sens. Vote et vote sans surprise, cette nuit à partir de minuit et 10 minutes, très précisément. L'amendement ajouté in extremis au projet de loi a eu pour premier effet de susciter hier la colère des manifestants venus à Paris pour protester contre le projet Savary. Et vous le savez, une grande manifestation nationale devrait donc être organisée à la fin du mois de juin. Colère donc chez les partisans du privé, mais satisfaction en revanche dans le camp des laïcs qui contestaient eux aussi le projet de loi auquel ils trouvent maintenant quelques vertus. Écoutez la réaction de Jean Andrieux qui répondait à Dominique Laurie. Nous nous trouvons ce soir un peu plus soulagés, car on a sans doute évité le pire, sans pour autant remettre en cause le statut toujours abusivement privilégié de l'enseignement privé dans ce pays. C'est dire que ce n'est pas du tout une victoire, ce n'est plus complètement une déroute. Et je crois que c'était cela qu'il était important de souligner. Est-ce que vous pensez que cette loi amendée ouvre la porte à un grand service public et laïque d'éducation? Elle permet de l'envisager au bout du chemin. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Elle permet de dire, à l'horizon, les services séparés jusqu'alors, s'étant rapprochés et fonctionnant de la même façon, pourront peut-être un jour déboucher
sur cette idée d'un service unifié. Monsieur Andrieux sortait de l'Élysée. À noter que François Mitterrand reçoit demain Pierre Daniel, le président réélu de l'UNAPEL. Le Sénat a entamé ce matin l'examen du projet de loi sur la presse. Charles Pasqua, président du groupe RPR, a qualifié ce texte d'antisocial, d'anti-économique et d'anticonstitutionnel. Quant au centriste Jean Cluzel, il a affirmé que les mesures proposées par le gouvernement risquent de ruiner la liberté politique de la presse. De son côté, Georges Filiou a regretté que dans certains esprits, la liberté de la presse se confonde avec celle des affaires et de l'argent. François Mitterrand planchait aujourd'hui devant le Parlement à Strasbourg, une tâche qui lui incombe dans la mesure où la France préside actuellement la Communauté européenne. Un discours très attendu puisqu'on avait évoqué ces derniers jours une relance de la construction de l'Europe dont l'initiative viendrait de Paris. Effectivement, François Mitterrand a présenté un certain nombre de propositions, à commencer par la conclusion d'un nouveau traité qui aurait pour but de faire progresser l'Europe. Les explications de Georges Bortoli. Renforcer l'Europe, lui donner la dimension politique qui lui manque, voilà ce que M. Mitterrand a proposé ce matin devant l'Assemblée européenne. Pour arriver à cette dimension politique, conclure un nouveau traité qui pourrait avoir pour base le projet d'Union européenne adopté il y a 2 mois par cette même Assemblée de Strasbourg. À situation nouvelle doit correspondre un traité nouveau. Qui ne saurait bien entendu se substituer aux traités existants, mais les prolongerait dans les domaines qui leur échappent. Tel est le cas de l'Europe politique. Pour une telle entreprise, mesdames et messieurs, la France est disponible. M'exprimant en son nom, je la déclare prête à examiner, défendre votre projet qui, dans son inspiration, lui convient. L'Europe n'est pas faite seulement pour compter les litres de lait, si graves que soient les problèmes des producteurs. L'Europe n'est pas faite uniquement pour régler ses problèmes budgétaires. L'Europe pourrait lancer une chaîne de télévision européenne pour plonger les Européens dans un bain culturel commun. L'Europe pourrait lancer un satellite civil habité. L'Europe devrait même, réaliser une défense commune malgré l'extrême difficulté de l'entreprise. Au fond, M. Mitterrand voit l'Europe comme une fusée à 2 étages. Premier étage, étage principal, la communauté telle qu'elle existe et telle qu'il faut la préserver. Il faut même renforcer ces institutions avec, par exemple, un secrétariat permanent. Mais cette communauté étant ainsi renforcée, lui ajouter le 2e étage, l'étage politique, autrement dit l'Union européenne. Alors, dans cet étage politique, tous les 10 ou demain peut-être les 12 Européens ne seraient pas forcés d'entrer. Y entreraient pour commencer les plus européens des Européens. Au fond, la communauté actuelle, surtout économique, s'est faite progressivement autour d'un noyau. L'Europe politique se ferait aussi autour d'un noyau. Voici reparaître l'idée d'Europe à 2 vitesses, mais pas pour défaire ce qui existe. Au contraire, pour y rajouter quelque chose, et quelque chose d'évidemment très important. De son côté, l'ancien président Giscard d'Estaing a lui aussi proposé un nouveau traité européen qui pourrait être signé en 1987. Ce traité devrait être ratifié par un référendum dans tous les États de la communauté. M. Giscard d'Estaing a fait cette proposition lors d'une conférence hier soir à Bruxelles. Le conflit autour de l'application des 35 heures à la SNCF ne faisait guère l'affaire des usagers aujourd'hui, dont certains ont vécu un véritable cauchemar pour aller à leur travail. Le mouvement de grève des cheminots concernait l'ensemble du pays et plus particulièrement la région parisienne où un train sur 4 seulement était maintenu au départ des grandes lignes, tandis que le réseau banlieue était lui aussi très perturbé. Un mouvement largement suivi, si l'on en juge par ses résultats. Les syndicats avaient sans doute pris le soin d'informer les passagers pour éviter des incidents tels que ceux de la gare Saint-Lazare au début de la semaine. Reste que cette grève extrêmement gênante pour les voyageurs semblait ce soir bien impopulaire. Henri Elie. Depuis ce matin, la grève est suivie différemment selon les régions. Pour la banlieue parisienne, de 20 à 40% du trafic
est assuré au départ des 6 grandes gares de la capitale. De Paris, un train sur 4 assure les grandes lignes. En province, situation générale identique, avec 25% en moyenne du trafic, excepté quelques omnibus desservant les grandes villes. Monsieur, vous savez pourquoi les cheminots font la grève aujourd'hui? Pas du tout, non. Et quel est votre sentiment? Ils nous emmerdent. En tant qu'usager de la SNCF, ça me dérange pas trop, étant donné qu'il y a certains trains qui assurent quand même les trajets sur Paris. Mais je trouve tout à fait normal qu'ils se mettent en grève aussi. De mon côté, j'en fais autant. Ils ne sont pas trop à se mettre de leur situation, ils sont sûrs de leur emploi. Eh bien, je trouve qu'il manque de pudeur, tout simplement. La direction, elle, maintient ses positions et se refuse à toute autre négociation avant l'application des 35 heures. Les syndicats expliquent qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que la grève pour se faire entendre. Nous, aujourd'hui, on est en grève, non pas pour embêter les usagers, mais pour prouver à nos responsables, nos dirigeants, que les cheminots sont mécontents. Ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui, c'est le nombre de grévistes. Il faut bien se rendre compte que depuis 3 ans, les 45 000 cheminots concernés seront passés au 3 juin de 40 heures à 35 heures, sans perte de salaire, moitié par augmentation du nombre des repos et moitié par diminution de la durée journalière de travail. Et nous avons laissé, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau local, la possibilité de négocier là où subsistent encore quelques difficultés d'application. Demain, selon la direction, le trafic restera perturbé jusqu'à 10 heures du matin. 25% de rames sur les grandes lignes. Ensuite, la situation s'améliorera progressivement. En fin de journée, 60% du trafic normal devrait être assuré. Alors que l'on s'interroge toujours pour savoir si François Mitterrand ira ou non à Moscou, le chef de l'État a reçu tout à l'heure la belle-fille d'Andrei Sakharov, Tatiana Bonheur-Yankelevitch, venait d'Italie, où elle avait auparavant rencontré le pape et le président de la République italienne, M. Pertini. Paul Nahon l'attendait à sa sortie de l'Élysée. Tatiana Bonheur à l'Élysée, plus qu'un symbole, un acte politique et humanitaire du président envers cette femme dont les parents continuent de faire la grève de la faim à Gorky. Tatiana Bonheur est venue dire ici, comme elle l'a dit hier au pape Jean-Paul II, que ses parents étaient dans un état de santé alarmant et peut-être déjà morts. Ce n'est pas la première fois que François Mitterrand prend parti directement sur cette affaire Sakharov. En 1980 déjà, il avait participé personnellement à la campagne internationale en faveur du physicien soviétique. En arrivant à l'Élysée, Tatiana Bonheur avait eu connaissance des paroles prononcées ce matin par le chef de l'État devant le Parlement européen. Toutes nos pensées, a dit François Mitterrand, se tournent aujourd'hui vers Sakharov. À sa sortie, Tatiana Bonheur a affirmé qu'elle ne savait rien d'un éventuel voyage de François Mitterrand à Moscou. Bien qu'aucune décision n'ait été encore prise à l'Élysée, plus les jours passent, plus la visite de François Mitterrand en Union soviétique paraît improbable. Et c'est bien sûr l'affaire Sakharov qui rend difficile pour le moment ce voyage. De plus, en recevant tout à l'heure à l'Élysée la fille d'Helena Bonheur, le chef de l'État montre d'abord sa constance dans la défense des droits de l'homme partout où ils sont menacés, sous toutes les latitudes. Il montre ensuite que le cas précis des Sakharov ne le laisse pas indifférent et que les brimades qu'ils subissent en ce moment de la part des autorités soviétiques sont devenues un obstacle à sa visite à Moscou. D'autre part, le Kremlin prendra sans aucun doute comme un affront la visite que vient de faire à l'Élysée la fille d'Helena Bonheur, un affront dans la mesure où les soviétiques ont toujours considéré que cette affaire Sakharov était une affaire purement intérieure. Il y a donc peu de chances que cette visite à Moscou se fasse en juin. On avait en effet parlé du 21 juin, mais comme aucune date n'a été précisée officiellement, ni d'un côté ni de l'autre, ce voyage ne sera pas annulé puisqu'il n'a pas été annoncé. François Mitterrand avait souhaité et souhaite toujours dialoguer au plus haut niveau avec les soviétiques, mais l'affaire Sakharov retarde ce projet. Le conseil d'administration de Citroën s'est réuni cet après-midi pour discuter de la situation née du refus opposé par Pierre Bérégovoy aux 2300 licenciements demandés par la direction. Il devait également répondre à la demande d'ouverture de négociations sur la réduction du temps de travail, un point sur lequel Pierre Mauroy avait beaucoup insisté dimanche dernier. La direction générale s'est donné un nouveau délai de 15 jours pour en discuter avec les syndicats.
C'est un bilan assez sévère de la politique du gouvernement que dresse Raymond Barre dans l'Express. L'ancien Premier ministre passe en revue les différents postes du bilan de l'économie française depuis 3 ans. Il estime notamment que la France n'est pas en mesure aujourd'hui de tirer parti rapidement du ralentissement de l'inflation et de la reprise de l'activité dans le monde. À l'étranger, l'aviation irakienne a attaqué 2 navires dans le golfe Persique au sud-est du terminal iranien de l'île de Karg. C'est un nouvel incident qui va contribuer à tendre un peu plus la situation dans la région. Le communiqué irakien ne précise pas la nationalité des navires ni l'étendue des dégâts qui leur ont été causés. De son côté, l'aviation iranienne s'est attaquée à un pétrolier libérien qui serait en train de couler au large des côtes d'Arabie Saoudite. 9 morts et plus de 30 blessés, c'est le bilan de l'explosion qui s'est produite hier soir dans une station d'épuration au nord-ouest de la Grande-Bretagne. L'explosion aurait été causée par une accumulation de gaz. L'accident s'est produit alors que des élus locaux visitaient la station. Au Salvador, 5 anciens gardes nationaux ont été reconnus coupables du meurtre de 4 religieuses américaines. L'affaire avait suscité une émotion immense aux États-Unis en décembre 1980. Le procès s'est ouvert hier en présence d'un jury populaire. Bernard Benyamin. La scène se passe à Zacatecoluca, une petite bourgade à une 50aine de kilomètres de San Salvador, et elle est rare dans ce pays d'Amérique centrale. Ces 5 hommes, enclins à une soudaine pudeur, sont d'anciens gardes nationaux. Ils sont accusés d'avoir tué en décembre 1980 4 religieuses américaines dont voici les photos. Elles avaient été torturées, violées, puis assassinées sur la route de l'aéroport. C'est la première fois qu'un tel procès a lieu au Salvador. Il aura fallu 4 ans de pression des gouvernements Carter et Reagan pour l'organiser. Il aura fallu plus d'1 an pour constituer un jury. Formé de 3 hommes et 2 femmes et faisant preuve d'un courage étonnant dans un pays où les gens sont tués pour peu de choses, ce jury vient de reconnaître coupables les 5 anciens gardes nationaux. Ils sont passibles de 30 ans de prison. Cela dit, il faut se garder de conclure trop vite. Un rapport d'Amnesty International indiquait dernièrement qu'en 5 ans, 40 000 personnes avaient été assassinées au Salvador, et la majorité d'entre elles par des forces du gouvernement. Il serait bien étonnant que les auteurs de ces crimes connaissent le même sort que les anciens gardes nationaux de Zacatecoluca. Un nouveau développement dans l'affaire René Lucet. Il s'agit de l'ancien directeur de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui s'est suicidé en mars 1982. Nouveau rebondissement donc que je vous annonçais dès hier soir. 14 personnes ont été inculpées à Marseille dans cette affaire. Bruno Ledreff. À Marseille, on croyait l'enquête enlisée. Il a fallu plus de 2 ans au juge d'instruction et à la brigade financière de la police judiciaire pour aboutir aux 14 inculpations d'aujourd'hui. La plupart des inculpés, pour escroquerie, faux et usage de faux documents administratifs, appartenaient à l'équipe des relations humaines mise en place par René Lucet, l'ancien directeur de la Caisse maladie des Bouches-du-Rhône. C'est un service tout à fait normal. Il a été dissous depuis, mais il servait à quoi à l'époque? Ma foi, ils allaient dans les centres, voir ce qui se passait, et ils discutaient avec les employés, ils rendaient compte. C'était pour le bien des employés sûrement. Alors on a dit que c'était très intéressant, qu'il était pour le bien des employés. Alors on a dit que ce service quand même était composé de personnes, disons, musclées. Jamais de la vie. En fait de relations humaines, des gardes du corps assurent les détracteurs de Lucet. Ces hommes auraient bénéficié de prestations de sécurité sociale à partir de faux dossiers de maladie. Parmi les inculpés, d'anciens proches collaborateurs de Lucet, mais aussi des hommes fichés au grand banditisme. Une somme de 15 millions de francs aurait été détournée. Ainsi rebondit de façon spectaculaire ce qu'on a appelé l'affaire Lucet. René Lucet, directeur de la Caisse maladie des Bouches-du-Rhône, est mort chez lui le 4 mars 1982 à 6 h du matin. 2 balles dans la tête, suicide a conclu l'enquête. 2 ans après sa mort, le dossier n'est toujours pas classé. Le parquet refuse de reconnaître officiellement cette thèse du suicide. Mais l'affaire dépasse rapidement la simple polémique crime ou suicide. Au-delà de sa disparition, c'est la personnalité même de l'homme René Lucet ainsi que les événements qui ont entraîné sa mort qui sont au centre de l'affaire. René Lucet, gestionnaire de talent, avait été nommé en novembre 1979 à la tête de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour y remettre de l'ordre. Seconde caisse de sécurité sociale en France, de par son importance, elle contrôle un empire qui s'étend sur 250 sociétés mutualistes, plus d'1 million d'adhérents, 18 centres médicaux, 5 pharmacies, une maison de retraite, 3 cliniques et surtout un budget annuel de 800 milliards de centimes.
Les méthodes de René-Lucet, souvent expéditives, toujours efficaces, choquent les syndicats CGT et CFDT qui engagent une campagne contre lui. Après une enquête de l'inspection générale de l'action sociale, René-Lucet est destitué. On le retrouve mort le lendemain matin. L'enquête qui suit met en lumière d'étranges pratiques à la caisse d'assurance maladie, d'étonnants marchés passés avec des hommes d'affaires marseillais importants. L'affaire Lucet révèle alors une autre affaire d'une beaucoup plus grande ampleur. Il y aura plus de 60 inculpations, celle des fausses factures. Nouvelle opération contre une caisse d'épargne dans la région parisienne. Les malfaiteurs étaient une dizaine, mais c'est en pleine nuit qu'ils ont agi. Pour l'instant, la direction de la banque se refuse à préciser combien de coffres ont été fracturés. Le reportage d'Hervé Brosidi. Un simple petit mur et de l'autre côté les 600 coffres d'une caisse d'épargne. L'idée était bien trop tentante hier soir pour un véritable commando de malfrats. Ils étaient en effet une dizaine, armés et masqués, à se faire la courte échelle vers 1 h du matin. Objectif, d'abord prendre en otage le directeur et sa famille qui habitent ici, et puis les obliger à ouvrir la salle des coffres. Ils y sont restés jusqu'à 5 h du matin. Une fois le travail terminé, le film vidéo subtilisé et les gangsters disparus, l'alarme a retenti, réveillant les voisins. Alors ça m'a réveillé et je dis tiens voilà que ça recommence. Ça faisait 2 jours qu'on entendait l'alarme périodiquement. Hein. Alors ils commencent à m'ennuyer avec leur truc. Hein. C'est l'expression plus vulgaire que j'ai employée. Enfin, et puis moi, je peux porter attention davantage. Hein. Pourtant, cette fois, l'alarme disait vrai. Sur les 600 coffres de la banque, plus de 300 ont été visités. Les malfaiteurs, certainement des émules nocturnes du gang des postiches, ont même emporté les 320 000 francs en espèces qu'il y avait au comptoir du caissier. Le prix Galien de la recherche pharmaceutique, un prix qui récompense au niveau européen de nouveaux médicaments particulièrement prometteurs, ce prix a été attribué à 2 produits dont la cyclosporine, une substance extraite d'un champignon et qui améliore considérablement le traitement contre le rejet des greffes d'organes. L'occasion pour Martine Alain Regnault de nous expliquer comment on parvient à trouver de tels médicaments. Pour trouver de nouveaux médicaments, il ne faut pas hésiter parfois à récolter des champignons microscopiques là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans le sol. Les laboratoires le savent bien et leurs employés n'hésitent pas à aller régulièrement à la pêche un peu partout. Ce fut le cas pour la firme Sandoz qui un jour, dans une région lointaine de Norvège, récolta une terre tout à fait semblable à celle que l'on voit ici à côté de Bâle, en Petite Camargue. Cette fois-là, l'échantillon était exceptionnel. Alors, c'est 20 ans que je travaille dans ce métier, c'est la première substance qu'on peut vendre, et puis quelque chose de bon. C'est le fruit d'une longue histoire qui s'échelonne sur plus de 15 ans. D'abord, il faut extraire les champignons de la terre en la faisant fermenter plusieurs semaines, sans savoir si ces champignons vont être intéressants ou non pour la pharmacie. Il peut y en avoir plusieurs différents, utiles ou pas. Celui-là, justement, les tests classiques le disent inefficace. La recherche manque de s'arrêter là, mais un chercheur s'obstine, crée de nouveaux tests. Il découvre qu'une substance extraite de ce champignon peut empêcher le rejet des greffes. Il faut alors le cultiver dans des fermenteurs de plusieurs centaines de milliers de litres pour obtenir quelques grammes de la précieuse substance. Ce sont ensuite les essais sur animaux. On va vérifier que les organes greffés, ici un cœur de rat que l'on va coudre dans l'abdomen, ne vont pas être rejetés, ni provoquer le contraire, à savoir une réaction du greffon contre l'hôte. La preuve est concluante. Le cœur greffé au ventre d'un rat qui prend ce médicament bat normalement sans jamais être rejeté. Vous l'avez essayé chez l'homme il y a combien de temps? En été 78. C'est-à-dire il y a 6 ans? Oui, dans les greffés de moelle osseuse et de rein. Aujourd'hui, elle a été essayée un peu partout? Exactement, dans des centaines de centres à travers le monde, entre autres dans les greffes naturellement de moelle osseuse et de rein, mais en plus de cœur, de foie et d'autres organes. Alors, on ne la fabrique plus par gramme en ce moment? Non, on la fabrique par tonne maintenant, on a naturellement beaucoup besoin. Depuis 4 ans, la cyclosporine est expérimentée par plusieurs équipes françaises, notamment à l'hôpital Saint-Louis. J'ai eu une aplasie médulaire que j'ai depuis un moment. C'est signalé il y a 4 mois. 4 mois, ça, oui, 4 mois. Puis, bien, on m'a fait une greffe de moelle, que ma sœur était compatible, alors elle a pu me donner sa moelle. Et pour pas qu'il y ait de rejet, de réaction, on m'a donné de la cyclosporine, un traitement, c'est un médicament qui
qui empêche que la moelle de ma sœur ne réagisse contre moi. C'est pas trop désagréable? Non, 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 on ne sent pas du tout. Alors, ça a tout changé pour les greffes? Pour certaines greffes, en particulier pour les greffes cœur-poumon et les greffes de foie, l'arrivée de la cyclosporine a permis d'obtenir de très bons résultats, alors que ça n'était pas possible avant. Pour la moelle osseuse aussi? Oui, nous donnons la cyclosporine à l'ensemble de nos malades, car nous pensons que ce traitement a permis d'abolir totalement les réactions du rejet de la greffe. En ce qui concerne la réaction du greffon contre l'hôte, elle n'a pas complètement aboli cette réaction, mais elle en a diminué la fréquence, la gravité. Malgré ces résultats déjà très remarquables, les recherches continuent. D'abord parce que le médicament s'est montré à certaines doses toxique pour les reins. On cherche donc un produit qui ait les mêmes avantages sans les inconvénients. Ensuite, parce que cette molécule a peut-être d'autres vertus dans le traitement de certaines maladies neurologiques notamment. Regardez ces deux souris, elles ont toutes les deux une de ces maladies. L'une prend de la cyclosporine, l'autre pas, poils et comportements diffèrent. Il est encore trop tôt pour confirmer ces possibilités énormes. Mais d'ores et déjà, il faut admettre que le médicament récompensé cette semaine a un très bel avenir devant lui. Les dirigeants du mouvement olympique international étaient réunis à Prague avec les comités nationaux des pays communistes. 11 pays de l'Est n'iront pas à Los Angeles, mais la Roumanie s'y rendra. La Yougoslavie avait déjà fait le même choix, vous vous en souvenez certainement. Parmi les dernières défections, à noter celle de Cuba, qui ne participera donc pas aux prochains Jeux. Le reste de l'actualité sportive maintenant, en bref et en images, avec Alain Vernon et notamment les résultats de la rencontre France-Espagne de basketball. Deuxième défaite cet après-midi pour l'équipe de France en blanc face à l'Espagne, 117-102. Les deux formations sont d'ores et déjà qualifiées pour Los Angeles, la manière importait donc plus que le résultat. Mais les Français ont tout de même subi le jeu plus rapide et adroit des Espagnols, toujours invaincus dans ce tournoi pro-olympique qui s'achève demain à Bercy. Au Tour d'Italie, les coureurs italiens sont mécontents et manifestent. Pour protester contre d'importants problèmes de signalisation, selon eux, le peloton a neutralisé tout simplement les 50 derniers kilomètres de la 7e étape Foggia-Marcogna. 226 km pour rien, Moser conserve le maillot rose, même si le Suisse Froller s'octroie officiellement la victoire au sprint. Insatiable nageur de l'Allemagne de l'Est. Aux 200 mètres nage libre féminin, Christine Otto bat le record du monde de l'américaine Cynthia Woodhead en 1 minute 57 secondes et 75 centièmes. L'autre performance de ces championnats de RDA est signée Peter Berndt, record du monde sur 400 mètres 4 nages en 4 minutes 19 secondes 61 centièmes. Les résultats du quartet, maintenant il fallait jouer le 5, le 10, le 7 et le 13, ce qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 34 068 francs et 50 centimes, et dans un ordre différent, toujours pour une mise de 5 francs, 2 527 francs. Les rapports de la météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. Et une embellie temporaire pour demain. C'est un peu un pléonasme, parce qu'une embellie c'est toujours temporaire entre deux mauvais temps, du soleil entre deux mauvais temps. Regardez la photo satellite. Nous avons d'une part ce mauvais temps-ci du sud-ouest et du nord-est qui s'évacueront lentement vers l'est, et nous avons celui-ci venu d'Islande qui va arriver par l'ouest, par la Bretagne, et signe moins, c'est de l'air froid qui va arriver. Nous allons avoir une baisse sensible des températures dans les 2 jours qui viennent, surtout dimanche. La carte de demain est quand même assez belle puisque c'est une embellie. C'est du grand beau temps sur la Méditerranée, ça y a pas de problème, sauf quelques ondées orageuses résiduelles en Corse. C'est du grand beau temps également sur un grand sud-ouest du pays jusqu'au centre, quelques petits passages nuageux sans importance. De belles éclaircies sur le nord de la France, mais possibilité d'ondées au nord de la Seine, surtout le matin, hélas. La pluie arrivera en milieu de journée par la Bretagne, entrant très lentement d'abord par l'ouest et ensuite s'enfonçant après-demain jusqu'à la Méditerranée. Et ensuite il fera froid. En attendant, les températures sont stationnaires de 13 à 17 degrés sur la moitié nord du pays et de 16 à 19 degrés sur la moitié sud. Ça baissera, je vous l'ai dit, après-demain. Vendredi 25 mai pour demain, de toute façon, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h57, couché 21h38. Bonne fête à toutes les Sophies, dont la patronne est la protectrice des écoliers. Dernier journal aux environs de 23h05 avec un débat consacré à la semaine des 35 heures. Invité Michel Drancourt qui est journaliste et délégué général de l'Institut de l'entreprise et Bernard Marx, rédacteur en chef du mensuel communiste Économie et Politique.
Demain, vos autres rendez-vous habituels avec l'actualité, 12h45 et 18h30. Et puis je vous rappelle que vous avez rendez-vous à 21h20 ce soir avec le magazine de l'information d'Antenne 2. Au programme, une enquête consacrée à la persécution des groupes sociaux minoritaires à Cuba. Un film de Nestor Almendros, son titre Mauvaise conduite à 21h20 donc. Je vous retrouverai demain soir à 20h. Excellente soirée sur Antenne 2.